troisième partie sur Hartmut Rosa et sur son dernier livre, publié en 2018 et traduit en 2019, je crois, en français, et qui s'appelle, un titre assez, bon, c'est pas évident, Rendre le monde indisponible. Hein. Nous qui rêvons tous de la disponibilité de tout, tout d'un coup, il y a un philosophe qui dit rendre le monde indisponible, et il en fait un bouquin. Voilà, je le présente pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un philosophe allemand. Et en Allemagne, d'ailleurs, la grande différence avec la France, c'est qu'il est nommé sociologue et jamais philosophe. Enfin, très rarement. Je l'ai pas en le suivant depuis longtemps, puisqu'on a fait nous rencontrer des bars autrement avec Christian. Nous avons fait un film sur les pratiques philosophiques avec les enfants. Donc, on le suit depuis 2018 au moins. Et moi, je n'ai jamais vu qu'il était intitulé philosophe. Alors que bon, je vous parle donc un peu de lui qui est donc nommé sociologue et qui s'inspire du phénoménologiste français Merleau-Ponty, ce qui a été déjà souligné par René dans une autre introduction, il me semble. Et il s'inspire non seulement du jeune Marx, mais aussi des penseurs de l'école de Francfort, Adorno et Horkheimer, ainsi que, et c'est même très important, Hannah Arendt. Et donc, dans ce livre, Rendre le monde indisponible, il avance une critique socio-économique, et ça pour la première fois quand même que je le vois, socio-économique et écologique de notre monde en croissance perpétuelle, mais qui ne nous rend pas heureux. Parce que la spécificité d'Hartmut Rosa, c'est de mêler un peu les disciplines, hein, aussi bien la psychologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'individu, la philosophie, la sociologie, mais aussi l'anthropologie. Et moi, je pense qu'on ne peut pas faire autrement quand on veut philosopher. On ne peut pas faire autrement qu'être transdisciplinaire. Je vous répète là un peu ce que j'ai mis en introduction. Depuis au moins 250 ans, l'homme recherche la maximalisation, j'ai du mal, des ressources. Il a rendu donc le monde disponible par la technoscience. Et là, il n'est pas le seul philosophe qui a analysé ça. Il y a Bernard Stiegler, dont nous avons parlé dans des précédents, que j'ai présenté dans un précédent café online, que la technoscience a changé le monde depuis 250 ans. Donc. Et ce qui, au cours des 2 derniers siècles, s'est soldé par un progrès indéniable, incontestable, est aujourd'hui devenu un contre-courant, un contre-produit, une contre-indication qui non seulement le progrès ne nous rend plus heureux, mais il nous rend malheureux parce que c'est ainsi que nous voyons non seulement les burn-out au niveau individuel, dans le monde du travail, mais aussi en même temps le burn-up, c'est-à-dire on consomme trop d'énergie de l'atmosphère, par exemple, et ce burn-up va nous conduire à des catastrophes, et ce qui fait que le monde que nous avons rendu disponible devient de plus en plus indisponible. Donc, depuis 250 ans, d'abord, il y avait le progrès, et aujourd'hui, ça c'est l'affirmation de Hartmut Rosa, et nous le constatons tous, nous devons nous devons accélérer, toujours accélérer, pour seulement rester au statu quo. Car on ne peut pas aller plus loin. Et j'ai oublié de vous dire que ce dernier livre du triptyque de Hartmut Rosa a commencé par le monde de l'accélération. Il a écrit un livre sur l'accélération. Ça date de 2005.
Il n'était pas encore très connu et aujourd'hui il est professeur, et non seulement docteur, mais professeur. Ensuite, il a fait un livre sur la résonance dont René a parlé la dernière fois, qu'il a introduit tout au moins. Et le troisième de ce triptyque, c'est donc rendre le monde indisponible. Donc, il parle de cette thèse. Et le grand, finalement, avantage de Hartmut Rosa, je crois que c'est la recette de son succès, c'est qu'il mêle toujours la macroéconomie, c'est-à-dire la macro-société, à la micro-société, c'est-à-dire il parle de l'individu. Il parle de l'individu, il dit aujourd'hui, les parents, avant, ils avaient rêvé d'une vie meilleure, mais aujourd'hui, ils devront accélérer et faire encore plus d'efforts et plus d'efforts, rien que pour garder ce statu quo, ce monde, ce statut qu'ils ont acquis auparavant. Donc, nous sommes comme un hamster dans sa roue. Voilà, ce qu'il dit aussi, toujours des exemples très, très vivants. Et ça nous mène finalement à un monde de la compétition, et non seulement au niveau individuel, dans le monde du travail, mais la compétition au niveau des nations, du monde entier. Et ça nous rend très malheureux, c'est-à-dire il y a ce burn-out au travail et le burn-up des énergies en même temps. Et au niveau des individus, ça se solde par la colère, la frustration et la dépression, qui sont les mots de notre époque et les plus courants. Donc, les individus, alors qu'on leur a promis un monde meilleur, un monde de progrès, ben, ils se sentent impuissants devant ça parce que on ne peut pas aller contre ce monde qui est là et qui ne peut pas régénérer tout ce qu'on lui enlève comme ressource. Donc, sentiment d'impuissance, colère, frustration, dépression. Alors que c'est en face de nos dirigeants qui nous promettent, pas seulement les dirigeants politiques, mais les dirigeants d'entreprise, ils promettent le bonheur à l'entreprise. Il y a Eva Illouz qui a écrit tout un livre sur la happycratie et l'impossibilité d'atteindre cette toute-puissance qu'on promet aux individus. Néanmoins, certains veulent se réfugier dans la spiritualité, dans la méditation, les pratiques individuelles. Et Hartmut Rosa dit aussi dans ce livre que ce problème social ou un problème social ne peut pas se résoudre de façon individuelle. Ça veut dire chacun peut évidemment essayer de s'adapter, apprendre à gérer son stress ou travailler en pleine conscience. Mais en fait, nous sommes des êtres de lien et nous avons besoin d'interaction. C'est de ça que nous rêvons. Alors, au lieu des objets disponibles à l'infini, qu'on nous propose, nous sommes en réalité à la recherche d'une, voilà ce qu'il dit, interrelation, interaction avec le monde, et ce monde nous échappe. Il devient muet, dit-il. Nous voulons atteindre quelque chose qui n'est pas à notre disposition, en fait. Et là, il voit aussi quelque chose qui comme une promesse, parce que ce qui n'est pas à notre disposition, c'est aussi ce que nous désirons. Ça suscite le désir. Et ce désir, par exemple, on le voit dans les relations individuelles. Là, il prend toujours l'exemple de l'amour. Mais vous n'allez pas aimer un être complètement prévisible et à votre disposition. Vous avez besoin d'autre chose. Est-ce que tu en es toujours à l'introduction du sujet là? C'est juste pour qu'on puisse je vais juste finir. Si vraiment, je vais finir. Poser quelques questions sur le... Oui, non, mais les questions vont venir, d'accord? Voilà, parce qu'il est juste 19h20 déjà.
Ah oui, non, mais on a commencé plus tard aussi, Brigitte. Oui, oui, c'est juste qu'on doit synthétiser le plus possible. Alors, non, mais je suis à l'introduction, effectivement, mais je vous présente un peu Hartmut Rosa. Et je le cite même parce que je trouve cette phrase magnifique. Le tour de passe-passe, littéralement magique du capitalisme, consiste à faire en sorte que nous soyons continuellement déçus par les objets acquis. Et ça, on l'a traité aussi avant avec Edward Bernays, le grand publicitaire milliardaire, mort à 100 ans et milliardaire. Et ce qui explique également le masque de l'innovation. Alors, il propose la décroissance, entre autres, hein, mais c'est une de ces propositions que j'ai relevées, parce qu'il n'est pas le seul à le proposer pour remédier à nos maux. Mais le jeu de l'accroissement sur le mode de l'appropriation et du contrôle du vivant, la mise à disposition du monde avec ce que nous faisons, perd son sens. Nous sommes donc en quête de sens. Et à terme, nous serons contraints à la décroissance, c'est ce qu'il dit. La question est de savoir si nous souhaitons la subir en raison d'un désastre. Il prévoit soit une catastrophe nucléaire, c'est qui nous pend au nez, parce que c'est ça aussi son exemple du nucléaire qui devient complètement imprévisible et catastrophique, ou nous voulons en être les acteurs. Et donc, c'est René qui a posé après certaines questions que nous allons discuter maintenant. Si vous les avez lues. Non, donc il y a une première question, enfin, toi tu termines sur une première question, Britt, qui est prendre en charge, enfin, assumer la question de la décroissance et plutôt que de la subir. Donc, donc, ça, on est dans le cadre d'une des solutions que lui propose, bien que moi, je ne l'ai pas vu sous cet angle-là, mais c'est un implicite, probablement. Et il y a une autre question par rapport à l'indisponibilité, c'est comprendre le double sens de ce mot dans sa pensée. C'est-à-dire, le monde nous est rendu indisponible par on va dire, un capitalisme débridé et financier qui conduit les gens dans une accélération et qui exclut les gens finalement d'une capacité à être en interaction avec le monde. Donc le monde nous est rendu indisponible et pourtant il propose, lui, de rendre le monde indisponible. Mais simplement, c'est de reconnaître l'indisponibilité du monde par rapport à soi, de sorte à entrer en résonance avec lui. Alors là, je suis allé un peu vite, mais c'est pas la même indisponibilité. Et ça peut être un peu difficile à comprendre quand on utilise un mot avec un sens négatif. Le sens négatif, quand il vient du système monde qui nous le rend disponible, c'est-à-dire qui nous empêche d'être en rapport avec lui, et de reconnaître son indisponibilité, c'est en ce sens que rien ne s'achète et que c'est en étant ouvert au monde qu'on reconnaît son indisponibilité et qu'on entre en interaction avec lui. Donc, ce n'est pas les mêmes niveaux d'indisponibilité et donc là, je reconnais que c'est assez difficile en fait à clarifier, à dialoguer là-dessus, mais c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut faire. Mais donc, pour reprendre ta question, Britt, c'est bien d'y consacrer un certain temps, c'est-à-dire faut-il subir je dirais, les effets de la crise climatique et la décroissance qui va s'en suivre, ou faut-il d'ores et déjà se situer responsable par rapport à elle et prendre en charge? Moi, je trouve bien d'y penser un peu. Ok, merci. Pour la distribution de la parole, pour ceux qui sont nouveaux,
Ah, tu veux dire autre chose? Non, oui, je m'excuse de ne pas avoir Il n'y signalé. a pas de quoi, il y a pas de quoi. Il suffit d'inscrire son nom dans le volet discussion et je vous donnerai la parole dans l'ordre des demandes. Pour l'instant, il n'y a personne. C'est bien la peine de me presser. Non, mais c'est Je ne bien. voudrais pas que tu fasses la conférence pendant Non, mais parce que les questions sont difficiles, mais moi, je sais que j'en ai une d'emblée parce que on reproche souvent au fait que rien n'est fait, simplement comme si quelqu'un faisait quelque chose, comme s'il y avait un commandant du monde et qui tenait les manettes et qu'il suffisait qu'il le fasse. Et là, c'est pour ça que je trouve la question difficile. Et en fait, pour ceux qui ont suivi Hartmut Rosa dans sa conférence, là, samedi passé, un, un auditeur a posé la question, c'est-à-dire comment se fait-il que le monde s'aliène à ce point, au point de s'autodétruire, au point de voir les effets de son autodestruction, et que les choses continuent sans que rien ne soit fait. Et il a répondu. Donc, je connais sa réponse. Merci. Alors, je donne la parole à Olof. Oui. L'introduction de Britt a été très intéressante, mais assez pessimiste. Je n'aime pas ça. Je préfère sortir une citation de Boswell. Dr. Johnson rencontre dans la rue quelqu'un qui lui dit « Ah, vous êtes bien un philosophe. Moi aussi, j'ai essayé la philosophie, mais ma bonne humeur a toujours pris le dessus. » De qui la citation, voilà? C'est dans de James Boswell. Je me souviens plus du titre. Je vais trouver ça. Merci. D'accord, merci. Niki, s'il te plaît. Oui, bonsoir. J'ai pris un peu le train en marche. Je m'excuse auprès de vous et Britt, puisque j'ai pas eu le temps de vraiment réviser le thème. J'ai simplement, je suis un petit peu dans la lancée de Olof. Je trouve qu'on part sur des mauvais chapeaux de roue. Et par rapport, par contre, à la réflexion brève de René en ce qui concerne comment se fait-il que l'on puisse à ce point voir qu'on est dans une forme d'autodestruction et de ne rien faire. Mais là se pose quand même le problème d'en avoir conscience. Quelles sont ces personnes qui ont cette conscience et qui ont la capacité éventuellement, et oui, la capacité de vouloir éventuellement interagir. C'est un vaste sujet. Voilà, donc j'aimerais approfondir. Merci. Je ne sais pas ce que tu veux dire, qui en a conscience ou pas, en ce sens qu'il me semble que personne n'ignore qu'il fait chaud là en ce moment. Il y a un réchauffement climatique avéré. Mais je laisse Britt parler peut-être. En effet, ce qu'il dit, je l'ai interviewé après son intervention à la Bibliothèque nationale à Mitterrand à Paris. Et il m'a dit, oui, nous allons vers des temps de plus en plus de tsunamis, de plus en plus de catastrophes par-ci, par-là, et même en Europe, ça nous guette. Et nous allons ne pas pouvoir faire autrement que réagir. Et y compris les politiques pour une fois, y compris les politiques. Parce qu'au niveau individuel, bien sûr, les jeunes générations réagissent. Extinction Rébellion, c'est une jeune association internationale qui a réagi souvent et à qui on a interdit de manifester. Fridays for Future sont là aussi. La pandémie les a suspendus. Mais les jeunes générations sont bien conscients de ce qui leur prend au nez et il dit que ce n'est pas facile
de prendre ça en main individuellement parce que nous sommes trop formatés par nos institutions. La bureaucratie est là, les institutions sont là. On ne peut pas les renverser comme ça de but en blanc. Hein. Il faut une transition, forcément une transition. Et donc, il n'est pas pessimiste, hein. Ce n'est pas quelqu'un de pessimiste. Il est toujours très souriant. Non, il n'est pas pessimiste. Mais un philosophe est forcément quelqu'un qui prend conscience avant les autres. Hein. Forcément. C'est un peu quelqu'un qui nous montre le chemin à suivre. C'est pour ça que c'est important de lire ses livres. Et celui-là, le dernier, je l'ai particulièrement aimé. Il est très clair, il est très facile, et avec plein d'exemples tout à fait parlants à des non initiés. Alors, je donne la parole à Francis. Oublié. Micro. Oui, micro. Tiens, à partir de cette question, pourquoi ça continue comme ça, je pense qu'une des difficultés qu'on a quand on pense à ce problème, c'est qu'on pense à l'humanité comme un espèce de tout. Et je pense qu'il y a des catégories qui sont extrêmement différentes. Il y a la promesse du progrès, quand on la regarde, c'est au départ, hein, de sortir d'une vie misérable, laborieuse. Je pense qu'il faut se remettre dans la mentalité des gens qui vivaient autrefois dans des taudis à Paris, dans des conditions misérables, et qui ont vu les premiers HLM et qui ont dit je rêve, quoi, donc je sors de la misère, en fait. Hein. C'est une des premières promesses du progrès. Et je pense qu'il y a cette énorme échelle d'inégalité dans le monde qui fait qu'on n'a vraiment pas tous le même type de problème à résoudre. Il y a encore des centaines de millions de gens qui ne mangent pas. Et puis, il y en a d'autres qui sont sur j'accède petit à petit, je sors du laborieux, je pense aux classes moyennes chinoises, par exemple, ou indiennes. Hein, j'accède petit à petit, hein, à un mode de vie qui est un mode de vie qu'on pourrait qualifier d'acceptable, un peu plus confortable. Et puis, il y a des gens, et là, il y a une petite poignée de gens qui sont, eux, dans l'hubris, hein, la démesure, la folie, et donc ils posent la question aussi du pouvoir. C'est la première question. Hein. Donc on n'a pas du tout tous le même problème à résoudre, et je pense qu'il y a des gens qui seraient prêts à ce que le climat il augmente de 3 ou 4 degrés pour enfin vivre dans un habitat décent, avoir à manger, peut-être une voiture, hein. Donc sortir de la misère. Et puis après ça vient du coup parallèlement, hein, le problème de l'information, c'est-à-dire qui peut dire qui est vraiment au courant, quoi. De quoi, hein. Voilà, je le lance comme ça. Ok, merci. C'est Niki? Oui, tout à fait. Je rejoins Francis par rapport au fait que nous avons tous des propriétés à ne pas être sur le même terrain d'égalité en tant qu'être humain. Et quand je parle avec des personnes qui ont conscience, comme on dit, du problème actuel, du climat, etc., ces personnes sont tellement riches et de vouloir changer le monde qu'elles ont l'impression parfois aussi d'être découragées parce qu'elles ne font que combler ce que d'autres ne font pas du tout. Voilà, c'est-à-dire, je prends un exemple tout simple. J'ai une amie qui fait vraiment le tri écologique de tout, qui ne veut pas gaspiller, qui donne, qui échange. Et à côté, son voisin balance des œufs frais quasiment, balance des produits qu'il vient d'acheter parce qu'ils ne sont pas finis. Et ça la rend dingue.
Donc, en fait, moi, c'est ce déséquilibre qui est planétaire, mais qui est aussi individuel, puisqu'on on a tous à côté de nous quelqu'un qui fait l'opposé de ce qu'on se dit, mais c'est pas possible, ouvre les yeux, quoi. Et c'est un problème peut-être simplement de communication. Oui, alors je me suis donné la parole parce que j'avais une question et je me demandais si le problème n'était pas, en tout cas en Occident, où là on pense que les personnes ont une certaine conscience de ce qui se passe, de l'environnement, de cette croissance sans fin qui nous mène on ne sait où. Alors justement, je me demandais si et Francis l'a bien mentionné, comme quoi nous avons des préoccupations entièrement différentes partout à travers le monde. Et je pense que la préoccupation des pays qui sont développés ou hyper développés en vient à une nouvelle, je veux dire, une conscience, parce qu'on on sait d'où on vient, on sait qu'à l'époque, déjà nous, quand nous étions jeunes, on savait que le progrès était quelque chose qui amenait un bien-être. Mais maintenant, est-ce qu'on sait où on va? Est-ce qu'on sait vers quoi on va? Quel est le mieux-être par rapport à ce que l'on a aujourd'hui? Vers quoi on va se tourner? À quoi on aspire? Je me demande si les questions ne sont pas là fondamentalement. Qu'est-ce qu'il y a devant? Avant, il y avait le progrès, le matériel, et là, qu'est-ce qu'il y a devant? Voilà, à quoi aspire-t-on? Alors, je donne la parole à Olof. Oui, merci. Il y a quand même des chiffres qui sont beaucoup plus encourageants. J'ai trouvé un texte venant de la Banque mondiale qui dit: néanmoins, 2 chiffres restent encourageants quant à l'évolution de la situation dans le monde. 29% des pays ont réduit de moitié les taux de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans ou sont en voie d'y parvenir. Et plus de la moitié des pays en développement ont atteint ou sont en voie d'atteindre l'objectif de réduction de moitié de l'extrême pauvreté. Des efforts qui se traduisent dans les faits. En 31 ans, le taux d'extrême pauvreté dans le monde est passé de 44% à 13%. Merci, Olof. Marie-Thérèse, s'il vous plaît. Oui, alors à propos de ce qu'avance Hartmut Rosa, moi, je me posais la question de savoir quand même assez vite, quand j'ai lu déjà pour le dernier Zoom philo, et puis j'ai lu quelques lignes de ce qui était écrit dans l'introduction, je me demande qu'est-ce qu'il propose. Qu'est-ce que les gens du type de Hartmut Rosa, qui font des constats qui sont faits depuis longtemps, qui sont, il faut bien le dire, tous les mêmes, qui sont répétés parfois des tautologies. Et qu'est-ce que ces gens-là proposent? Alors, il le dit, par exemple, un autre rapport au progrès technique, changer le rapport, mais est-ce qu'on va vraiment loin en disant des choses de ce type-là? Alors, quand il dit on est dans une impasse, je comprends très bien, mais est-ce que ce n'est pas aussi disons, des gens comme lui qui je ne peux pas dire se contentent, mais enfin, qui font surtout des diagnostics, des constats, qui sont tous les mêmes, et l'impasse est plutôt là. Moi, je trouve quand même, ou alors on ne sait pas, évidemment, il y a les économies d'énergie et tout ça, mais il y a des kilomètres de bouquins dans les rayons des bibliothèques et des librairies sur le diagnostic. Il est bien brave, ce Hartmut Rosa, mais j'aimerais qu'on me dise, pour les gens qui l'ont bien lu, qu'on me dise ce qu'il y a de plus. En plus, disons, à côté de ça, une autre idée qui est un peu à la marge, je me disais, donc Francis parlait de la diversité des conditions dans le monde, l'inégalité, mais en Occident aussi, si on faisait vraiment des enquêtes sur l'envie d'aller à la décroissance,
ou la croyance en la nécessité qu'il faut aller à la décroissance. Il faut regarder un peu les parcours individuels. Combien de personnes, je ne sais pas si les sociologues comme Rosa en tiennent compte, combien de personnes qui viennent à peine d'émerger de la non-croissance, de l'absence de croissance, tout juste, qui sont peut-être pas prêts, ou alors il faut les convaincre autrement, d'aller vers une forme de décroissance. Alors moi, je verrais plutôt, mais je ne vais pas beaucoup plus loin, c'est vrai, mais je verrais plutôt un autre rapport à la croissance que cet éternel constat démoralisant qu'on est trop égoïste, trop nul, qu'on ne comprend rien ou je ne sais quoi, pour aller vers une décroissance. Pour ne plus... je n'ai pas compris cette histoire d'indisponibilité, mais ça ne fait rien, on peut quand même faire un débat. Je n'ai pas vraiment pigé. Voilà, c'est tout pour l'instant. Merci Marie-Thérèse. Britt? D'abord, vous m'entendez? Oui. D'abord, pour Olof, les chiffres pourraient être... On t'entend faiblement, Britt. C'est faible, toi, ta voix. Petite voix. On a besoin d'une voix forte, Britt. Ah bon, personne ne me l'a dit encore à ce point. Bon, écoute, alors, donc la réponse s'adresse à Olof. Olof, est-ce que toi, au moins, tu m'entends? Bon. Oui, ça serait encore beaucoup mieux si des milliardaires et des millionnaires, toutes les GAFAM, ne pouvaient pas mettre leurs sous dans les paradis fiscaux. Donc là, c'est une question politique. Et je pense qu'on voit quand même la misère dans le monde, en Inde, en Afrique et ailleurs, qui est évidente. Donc les chiffres, personnellement, ne me rassurent pas. Évidemment, quand on les met en perspective, peut-être, mais non, on pourrait faire mieux, disons. Par rapport à Marie-Thérèse, je pense que le rôle d'un philosophe n'est pas d'être un actionniste ou un activiste. Il peut donner des inspirations, il peut analyser. Maintenant, à prescrire ce qu'il faut faire, c'est quand même à nous, le public qui le lisons, de le décider. Et aux politiques aussi. Hein. Bon, c'est effectivement ceux qui se sont faits philosophes et conseillers des politiques, ça n'a jamais marché, vous le savez. Hein. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il donne quand même, il contribue beaucoup à la prise de conscience personnelle. Et aussi, quand il parle dans son livre de la résonance, dont vous avez parlé la dernière fois, ça s'adresse à l'individu, ça s'adresse à tout un chacun de nous. Chercher la résonance, c'est ne pas être comme des automates, parce que nous sommes sommes devenus une autre sorte de robot, en fait. Hein. Et nous agissons comme ça, selon des algorithmes qui nous gouvernent. Hein, les algorithmes, aujourd'hui, tout doit être calculable et nous avec. Et donc, déjà, cette prise de conscience-là, pour en sortir et ne pas faire un burn-out, mais au contraire, s'intéresser, prendre un peu plus de temps pour chaque chose et pour chaque individu qui est en face de nous, dans notre environnement proche, nous inspirer, nous faire partager. Tout cela, je trouve que la résonance, c'est un thème intéressant. Et là, par contre, il a écrit un livre gros comme ça, qu'il faudrait peut-être lire. Ok. Francis? J'aime bien entendre Olof parce que il y a des sujets sur lesquels il y a des voix qui sont un petit peu plus optimistes. Effectivement, il y a une espèce de tapis de prévision extrêmement pessimiste. Personnellement, je n'ai pas la science pour dire sur quoi on va. Hein. Et je pense qu'il y a effectivement des menaces, mais il y a un sujet, si je fais le parallèle avec un autre sujet qui est celui de le monde est-il plus sûr qu'avant?
Et donc, on vit là, en ce moment, une période d'élection, une espèce de tétanisation sur la sécurité. Mais quand on regarde les faits et ce qu'en disent certains historiens, le monde est quand même devenu beaucoup plus sûr et beaucoup moins violent qu'il ne l'était. Personnellement, d'ailleurs, si je regarde dans mes souvenirs, hein, je suis d'accord avec ça. Et il y a tout un tas de données qui détruisent instantanément le mythe de la tribu, des gens gentils qui sont autour du feu et qui s'entendent bien. Dans les tribus, il y a une mortalité très, très élevée du fait de conflits. Donc, pour faire court, quand on regarde, en dépit du message ambiant général, la société est plus sûre aujourd'hui. Et donc, il y a probablement un mouvement assez conséquent vers, disons, une société plus accueillante, plus respectueuse. La dénonciation même, qui fait qu'on dit « oulala », et je trouve est un facteur de prise de conscience. Quand on parle des violences faites aux femmes, par exemple, on se dit waouh, c'est terrible, mais ce qui est encourageant, c'est qu'on le sait, on le prend en compte et on commence à agir dessus. Donc il y a un certain nombre de choses qui se font dans le monde. On parle là, par exemple, d'un impôt minimum sur les sociétés, qui est une forme de récupérer de la richesse pour en faire des choses. Et donc, moi, je dirais, il y a probablement c'est la vieille question du pouvoir, c'est-à-dire, il y a une question qui est essentiellement politique aujourd'hui, de donner une force politique à ça, et qu'il y a un affrontement politique entre des clans autoritaires et puis des clans plus ouverts, et qu'il y a une possibilité de voie là-dedans. Mais à mon sens, si on n'a pas tranché la question du pouvoir, de toute façon, on n'avancera pas sur cette question-là. Okay. Alors, il y a Benvindo qui a dit, Benvindo, tu peux prendre la parole ou je lis? Je vais lire en attendant. Au Bhoutan, il est inscrit dans la Constitution, je cite, l'important c'est le bonheur intérieur net et non pas le PIB et la croissance. Ah, ça peut être une source de réflexion. René? Oui, peut-être pour essayer de tenter de faire le point, c'est-à-dire qu'il y a... Donc, il est clair qu'il y a un constat, c'est-à-dire que le monde n'est pas une totalité, mais une diversité. Et qu'étant une diversité, il y a une diversité de cultures, de niveaux de richesse et de conflits d'intérêts. Donc ça, c'est un des points qui écarte peut-être la question naïve, pourquoi on ne fait rien, parce que dans le on, eh bien, personne n'est désigné ou tout le monde est désigné. Et puis, le monde, ce n'est pas quelqu'un, c'est une diversité en action. Donc, ça, c'est une chose. Là, par rapport aux chiffres, le rapport d'opposition pessimiste, positif, moi, je suis pas tellement d'accord. Oui, le monde va mieux si on regarde voilà, le nombre de gens qui meurent de faim, les données d'hygiène, la capacité d'accéder à l'école. Donc, voilà, et on pourrait mettre 2 colonnes comme ça et puis se battre à l'infini sur ce qui va mieux et ce qui va pas bien. Mais je crois que le problème n'est pas là, précisément. Il est dans la perte de sens commun qui rend un monde possible et, à tous ensemble. Et parce que nous n'en voyons pas la possibilité en raison de la contrainte climatique et en raison du programme entre guillemets économique qui est strictement basé sur la rivalité et en raison de mentalités
qui accentue les rapports de rivalité. Donc ça, c'est ce que dénonce Akontreza, c'est-à-dire il y a essentiellement que de la rivalité dans tous les programmes. C'est le programme d'éducation, c'est l'accès au travail. Et là, c'est en cela que le monde nous est privé. Enfin, on est privé du monde et d'interagir avec lui. Alors, là où il me semble qu'il apporte une réponse, c'est précisément avec le concept de résonance. Il dit à quel point tout le monde est concerné. Parce que c'est ce qui nous fait intrinsèquement, c'est qu'en tant qu'être humain, nous sommes des êtres résonants, c'est-à-dire dans une interaction de laquelle on ne peut pas ne pas exister. Simplement, cette résonance, le système fait qu'on est privé d'interaction. Et alors, donc, une des réponses qu'il propose, c'est comment redonner de la capacité de résonance aux citoyens, d'où le fait qu'il serait pour le revenu universel, c'est-à-dire permettre aux gens d'exister. Donc ça, c'est un ordre de réponse. Alors, et peut-être faut-il distinguer, on va dire, les ordres de réponse et puis la possibilité de répondre. Enfin, moi, je trouve intéressant sa proposition, parce que c'est proposer quelque chose qui concerne tout le monde. Et à partir de là, si on est concerné par cette question de la résonance, eh bien, ce que je fais, si moi je m'en sors tout seul, ça ne compte pas, parce que ce qui va compter, c'est ce que j'entraîne avec les conditions par lesquelles je m'en sors. Et parce qu'il vaut mieux prendre conscience de sa situation entre être en interaction plutôt que moi, je m'en fous, je m'en sors, et puis ceux qui s'en sortent sont ceux qui le méritent. Donc, enfin voilà, donc pour le coup, je trouve qu'il y a une réponse de cet ordre-là. Ensuite, le problème reste ouvert, c'est-à-dire... après, il y a d'autres philosophes, c'est Bernard Stiegler qui parle des territoires laboratoires, c'est Bruno Latour, il y a des propositions, mais... Puis la question du pouvoir que soulève Francis est importante aussi. Voilà, c'est tout pour moi. Merci René. Niki, s'il te plaît. Oui, merci René. Je me suis pas efforcée de m'occuper du temps, mais comme tu fais le point, c'est parfait. Et je trouve intéressant en tous les cas ce que tu viens de dire et ce qu'a soulevé aussi le message que tu as dit, Brigitte, donc de Bervindo, le pays Bhoutan. Donc j'ai envie de mettre un peu en parallèle la résonance et le bonheur intérieur. Parce que, cette résonance, est-ce qu'elle est possible si on n'a pas le bonheur intérieur? Puisqu'on est dans ce monde d'offenses et de contradictions et de rivalité, dont tu parles, qui fait qu'en fait, déjà tout petit, nous sommes des battants, nous sommes comme des soldats, chacun doit être meilleur que l'autre et faire de la compète. Et en même temps, il y a des peuples qui arrivent peut-être par la force de survie, reconnaître qu'ils ont une force en eux, mais qui sont plus capables de raisonner, ils ne sont pas capables de résonance, puisqu'ils sont dans la pauvreté. Et là, il y a un problème, moi, que je trouve aussi qui est soulevé par certaines personnes, c'est la surpopulation. Est-ce que cette surpopulation ne fait pas que y a forcément c'est horrible ce que je vais dire, une forme de déchet, des gens qui sont perdus, qui vont être perdus parce qu'ils n'ont plus rien du tout à la base déjà. Et c'est ce drame qui fait que le monde, il grossit. Je sais pas combien de milliards on est aujourd'hui, mais moi aussi j'ai appris à l'école.
et combien on était dans les années 80 et combien nous sommes aujourd'hui. Voilà, quoi. C'est tout. Merci. Britt? Vicky, merci. Juste une réflexion par rapport à ta dernière, qui n'était pas la première fois que tu dis ça. Hein. Il faut que le monde cesse de se reproduire. J'ai la même réaction comme ça, oui, spontanée. Mais tu aimerais habiter en Chine où on prescrit un enfant par couple? Tu aimerais pas non plus. Mais il est vrai que Au moins un. René a parlé de diversité. Et cette diversité, nous sommes formatés pour accepter la diversité. Mais ça n'empêche pas la conscience. Il faut une prise de conscience et ça, c'est aussi l'influence des politiques. Hein. Il faudrait peut-être arriver à plus de raisons pour la pilule et la promouvoir. Ce n'est pas fait en Afrique, par exemple. Alors, en fait, je voulais parler du revenu universel que René a aussi abordé. Et juste pour dire, et pour Marie-Thérèse aussi, qui regrette tellement que M. Hartmut Rosa, le professeur, ne fait pas de proposition. Il est absolument pour un revenu universel. Il est dit dans beaucoup de conversations qu'il a, et quelque part dans ses livres, ça doit être marqué aussi noir sur blanc, surtout dans ses séminaires, parce qu'il ne s'arrête pas aux livres, il n'en a écrit que 3, ce qui est peu, mais il y a ses séminaires. Et il est beaucoup pour le dialogue avec les jeunes. Et non seulement cela, avec deux philosophes, moi je l'ai vu discuter avec non seulement Bernard Stiegler, qui maintenant malheureusement est décédé, qui est un battant pour le revenu universel, non seulement pour cela, mais aussi pour ses Fab Lab contributifs et apprenant les territoires qu'il a institués à Saint-Denis, à Paris, et où il a fondé une association qui s'appelle Internation, qui existe toujours et qui œuvre dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de l'écologie, et qui est dirigée maintenant par, promue par des jeunes où sont compris des Fridays for Future, des représentants de cette association-là et d'autres. Donc, non, ce n'est pas un philosophe qui se repose sur ses lauriers académiques, du tout. Je voulais dire ça. Et oui, alors oui, effectivement, il y a une vidéo quelque part sur Internet que vous pouvez trouver aussi avec ce promoteur de l'écologie qui est Bruno Latour. Hartmut Rosa, Bruno Latour, je vous la recommande. Merci. Alors, Francis? Ouais, on parle beaucoup en fait de rivalité et de compétition hein, dans notre monde. Et je pense que quand on regarde dans l'histoire, hein, c'est un facteur constitutif de l'être humain. Cette capacité à se battre, à se distinguer, qui est très, très souvent mise en avant. Et en même temps, il y a, par exemple, quelqu'un comme Yuval Noah Harari, qui a écrit l'histoire de l'humanité. Il met en avant quelque chose que beaucoup de gens mettent en avant, la nature, la véritable survie de l'homme passe par de la coopération. Et l'homme est juste un animal sous-doué, sans poils, sans plumes, incapable de se battre contre plus gros qu'un chat, quoi. Et encore. Et donc, donc il y a cette ambivalence hein, de l'être humain. Alors, il y a un truc qui est, moi je suis frappé dans ma vie parce que je pense que effectivement on est en train de courir quelque part à une sorte de catastrophe écologique, mais
j'ai ma vie de tous les jours où tout un tas de trucs s'amoncellent. Et puis, de temps en temps, je lis un article, je regarde des news comme ça. Et puis, je dis, oula, le climat, on a des règlements comme ça, on a tel problème, on a, etc., etc. Il y a une espèce de schizophrénie. Et ça me fait penser au Covid. Non, on a réagi au Covid à partir du moment où ça a cessé d'être invisible. Parce qu'au début, Covid, c'était invisible. Enfin, c'était théorique, c'était une menace que personne ne palpait. Donc, masques, les restrictions, etc. Pour beaucoup de gens, c'était accepter de se limiter contre quelque chose qui ne palpait pas. Hein. Et il est probable que on rentrera un peu plus en résonance quand on va petit à petit buter sur des problèmes très concrets que, de toute évidence, on peut rattacher à un dérèglement climatique, à l'épuisement des ressources, etc., etc. Et que là, peut-être que la capacité de l'homme, malgré toutes ses rivalités, à coopérer au travers de tous les systèmes politiques, de tout ce qu'on voudra, une capacité fondamentale à coopérer, se permettra d'atteindre un des challenges qui, à mon avis, est de commencer de généraliser un sentiment de on est sur la même planète et on a le même problème. On est sur le même bateau. Et donc, même s'il y en a qui sont à la cale, d'autres au rame, etc., il y aura toujours ces rivalités, on a quand même le même problème. Et du coup, ça peut donner peut-être une politique qui nous sorte un peu de l'ornière. Merci. Alors, Marie-Thérèse? Voilà, juste à propos, une petite question que je me posais à propos du revenu universel qui est quand même souvent mis en avant. Je me demandais, par exemple, dans certains pays d'Afrique, est-ce que c'est concevable, par exemple, parce qu'il y a universel, c'est pensé quand même surtout en Occident, cette idée de revenu universel. Est-ce que, par exemple, quelqu'un a des informations? Est-ce qu'en Afrique, on parle aussi de revenu universel possible? Voilà. Ok, merci Marie-Thérèse. Ça montre en même temps la difficulté de ma question, met le doigt sur la difficulté de certaines réalisations qui ne nous paraissent pas impossibles de prime abord. Okay. Je vais donner la parole à Benvindo qui intervient pour la première fois. Je continuerai la liste. Oui, bonsoir, je suis ravi de vous retrouver après un petit moment d'absence. Oui, sur la question de la résonance dont parlait avec beaucoup d'intérêt René, je pense qu'il y a une question de conscience universelle que nous n'avons pas encore acquis tous ensemble. Cette conscience universelle est indispensable à mes yeux pour que nous puissions à la fois faire notre lien avec le reste du monde, le monde du vivant, ceux qui nous entourent, et que ça nous permette de prendre conscience que sur beaucoup de problématiques que vous avez évoquées, à savoir le taux de natalité, la reproduction, la surpopulation mondiale, l'exploitation des ressources, et aussi comment bâtir nos vies sur des concepts qui soient un peu plus justes, un peu plus égalitaires, et qui permettent aussi de pouvoir justement mieux jongler avec l'ensemble de ce dont nous avons à portée de main. Nous habitons une merveilleuse planète, mais qui n'est pas inépuisable. Nous ne pouvons pas continuer à exploiter tout n'importe comment, sous peine d'être lourdement sanctionnés. Donc, la résonance viendrait de cette prise de conscience universelle, peut-être par le biais d'une certaine forme de spiritualité, qui soit une spiritualité ouverte et non pas dogmatique, et qui nous permettrait justement de pouvoir caler notre existence par rapport aux réalités qui nous entourent. Voilà, j'en ai fini. Merci. Alors, Niki, s'il te plaît. Oui, rapidement. Merci, Benvindo. Oui, j'aime bien cette idée de concept de l'universalité. Mais c'est vrai que je me demande comment
je reste sur cette problématique. Comment peut-on avoir une résonance quand il y a de la rivalité? Est-ce que c'est possible? Voilà, est-ce qu'il y a un point, à un moment donné, un point où deux personnes peuvent être à la fois en résonance tout en étant en rivalité? Ça peut être le cas, je pense par exemple à certains artistes d'une époque, par exemple la Renaissance, qui par compétition avaient cette capacité de se mettre, de se dualiser, de vouloir créer la plus belle œuvre qui soit magnifiquement admirée. Est-ce que c'est possible aujourd'hui pour le monde? Est-ce qu'il peut y avoir ce genre de personnes encore? Moi, j'y crois. On a beaucoup parlé récemment bon, les créateurs des GAFAM, de Monsieur Amazon, hein, moi je l'appelle comme ça parce que je ne sais pas, je sais plus son nom, et qui va s'envoyer en l'air 10 minutes. Bon, bref. Et je me dis, quel est l'intérêt, quelque part, qu'est-ce qu'il a lui dans la tête qui ferait que ça pourrait éventuellement donner des forces à tous ceux qui sont tout en bas. Je ne sais pas, quel est ce déclic qu'il pourrait y avoir? Et puis juste pour un tout petit mot pour Britt, je me suis peut-être mal exprimée, mais je n'ai rien contre la surpopulation. Je ne suis pas contre la reproduction, ou bien au contraire. Mais je pense que voilà, il y a peut-être et voilà, c'est une forme pour moi, ça reste de l'ordre de l'éducation et de la culture par rapport au pays. C'est-à-dire tout ce qui est un peu ancien, traditionnel, on ne peut pas y changer du jour au lendemain. C'est bien évident. Merci. Olof? Oui, mais tout ce pessimisme. On constate qu'avec la diminution, la réduction de la pauvreté absolue, la population globale dans le monde plafonne. On est aujourd'hui dans les 9 à 10 milliards, ça ne va jamais dépasser les 12 avec les tendances actuelles. Avec la réduction de la pauvreté, l'augmentation de la population est de plus en plus réduite. Le problème, où est-il? Il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes régionaux, un problème en Afrique, dans le Sahel, dans le sud de l'Afrique, ou dans la presque totalité de l'Afrique, qui vient peut-être des ancêtres, des habitudes, peut-être une question de maturité, qu'en sais-je. Mais on a également des problèmes en Europe. Regardez l'ancienne Yougoslavie. Mais tout ceci en face des problèmes qui sont peut-être plus sérieux. On les a abordés, on a parlé du climat. L'élévation du niveau de la mer qui va engloutir certains pays, qu'est-ce qu'on va faire de la population? Les problèmes de la migration à l'intérieur de l'Afrique et entre l'Afrique et, mettons, l'Europe vers d'autres pays, ces problèmes-là ne sont-ils pas plus sérieux que les problèmes théoriques dont on parle maintenant? Si un milliardaire veut se payer un voyage dans l'espace, c'est peut-être à la suite d'un développement économique qui a engendré pas mal d'effets secondaires et qui donne une sorte de fanion à montrer au monde, voici ce que l'on peut faire. Essayons de regarder les côtés positifs plutôt que un pessimisme général. Ça fait penser un peu à, mettons, Schopenhauer, grand pessimiste allemand, qui parlait des désastres de la vie et qui refusait tout au long de sa vie. Il avait tellement peur des incendies qu'il refusait d'habiter autrement qu'au rez-de-chaussée. Oui, je vois, Britt, je te vois venir. Regardons Hesse avec son jeu de perles. Et là, je reviens à autre chose qui ont été dites tout à l'heure, parce que là, ça fait prévoir un avenir
éventuelle d'une guérison de la population du monde, mais sur le plan spirituel. C'est la religion qui rentre en ligne de jeu. René, s'il te plaît. Donc, moi, je répète à nouveau que j'aime pas qu'un échange se clive sur regarder le positif et le comparer au négatif, parce que le jour existe autant que la nuit et c'est pas ce simple constat qui fait que les choses tournent différemment. Et puis, au-delà du regard positif qu'on peut avoir sur les choses, il s'agit de voir des faits. Et les faits, c'est malgré tout la richesse les écarts de richesse qui s'accentuent. Et puis, le niveau du CO2 qui augmente. Et puis, avec l'inertie de la démographie, eh bien, se pose la question effective que le niveau de richesse auquel on peut parvenir est directement corrélé à la population, à la démographie du monde. C'est-à-dire, moins on est nombreux, plus on peut être riche, et plus on est nombreux, moins on peut être riche. Je veux dire, c'est mathématique à cause de la contrainte du climat. Donc, il y a un problème qui se pose avec la densité de la population. Le problème qui peut se poser, c'est effectivement comment nous nous organisons et comment nous vivons et comment nous créons un monde commun avec les contraintes que nous connaissons. C'est comme ça que le problème se pose. Et donc, à partir de là, conscience universelle, oui, pourquoi pas, mais pour qu'il y ait une conscience universelle, il faut qu'il y ait des savoirs universels. Il faut qu'il y ait quelque chose d'entendu, comme quoi nous vivons effectivement dans le même monde. Et ça, c'est pas donné. Je veux dire, c'est pas encore d'actualité. Alors, on peut proposer des solutions. Par exemple, on pourrait imaginer que tous les grands courants spirituels se rencontrent, puisque eux, finalement, n'ont à discuter que de leur paradigme de pensée. Ils n'ont à discuter que d'une meilleure manière de concevoir l'amour et l'infini et ces choses-là. Pourtant, ce n'est pas eux qui le font. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre de ça des économistes? Ce n'est pas l'école qu'ils suivent. Est-ce qu'on peut s'attendre de ça des politiques? C'est malheureusement pas leur formation qui les conduit à penser vraiment la coopération. Alors, moi, je veux dire, si on regarde un peu, je dirais, ou l'histoire des idées ou les mouvements de société, c'est-à-dire quand il y a trop d'inégalités dans une société donnée, celle-ci pète. Les gens renversent la société. Ils renversent le pouvoir qui est en place. Et la question qui se pose, c'est de quelle violence faudra-t-il nous faire pour que des choses changent? Parce que généralement, ceux qui sont en possession de leurs avoirs ne les quittent pas comme ça. Et c'est là où moi j'ai envie d'en venir finalement au conflit des idées, c'est-à-dire qu'on a là pour habitude de rappeler à la Renaissance le prince Machiavel et Hobbes qui refondaient d'une certaine manière les idéologies ou les bases sur lesquelles on peut penser le monde. C'est-à-dire, faut-il considérer que les gens sont des égoïstes et donc il faut un pouvoir qui les domine et il faut les manipuler et les conduire où on veut les conduire, ou faut-il considérer que comme à l'image de la démocratie aux Lumières, que les gens sont capables de raison, ils sont capables de sensibilité, et que si on interagit en les considérant comme des égaux, à ce moment-là,
on crée des sociétés qui interagissent beaucoup plus et qui sont capables de créer du bien commun et non pas qui a le droit d'avoir quoi, ce qui est le contraire, ce qui se passe dans les pays non démocratiques. Et la démocratie qui est en difficulté aujourd'hui. Ok. Merci René. Benvindo. Oui, pour répondre à la question de Marie-Hélène, je crois, tout à l'heure, en Afrique, il n'y a pas de salaire minimum donc, qui existe. Ceci est dû essentiellement, dans toutes les problématiques qu'on évoque ce soir, à une maintenance de la part des dirigeants de ce monde et de ceux qui détiennent le pouvoir économique et politique de faire perdurer un esprit je dirais, de prédation. Plus on pousse les êtres humains à se comporter en prédateurs, plus on acquiert le pouvoir, plus on contrôle le système et plus on favorise une forme de violence et de système chaotique qui ne profite pas à l'humanité, qui profite à une minorité, mais qui ne profite pas à l'humanité. Donc, il faut savoir que pour beaucoup de ces gens-là, malheureusement, c'est après moi le déluge. Donc, c'est nous, en tant que citoyens planétaires, et je rebondis sur ce que disait René, oui, sur la pensée universelle, la conscience universelle. Elle est nécessaire au travers de l'éducation et que éduquer nos enfants, éduquer les jeunes sur la nécessité de prendre conscience de cette universalité parce qu'elle va leur permettre justement de sortir du paradigme de la, comment on appelle ça, de la prédation, du système de prédation qui entraîne la compétition, qui entraîne donc des inégalités et, in fine, un risque de chaos. Eh bien, ce serait une chose intéressante parce qu'elle leur permettrait de se projeter d'une part dans l'avenir, d'avoir confiance en l'avenir et de pouvoir redonner ces lettres de noblesse non seulement à l'existence, mais à cette merveilleuse planète que nous habitons. Et je dirais, pour répondre à Olof tout à l'heure, qu'il n'y a pas de forme de pessimisme que d'évoquer ces choses-là. C'est une réalité à laquelle nous devons rester chevillés pour justement œuvrer jour après jour pour renverser certaine forme de paradigme. Je pense plus particulièrement à celui de la compétition et donc de la prédation qui nous dessert tous. Voilà, j'en ai fini. Merci. Je donne la parole à Britt. Tout à l'heure, Olaf a parlé des migrations comme si c'était des problèmes beaucoup plus importants que l'écologie. Mais il faut être conscient que les migrations peuvent être dues à des migrations écologiques par le manque d'eau, par les catastrophes écologiques, etc. C'est déjà en voie de se faire. Donc, les catastrophes climatiques sont à prévoir et les migrations sont complètement reliées aux catastrophes qui nous attendent. Et alors, tel que je vois venir les batailles politiques, et même au niveau individuel, il n'y aura qu'une minorité prête à les accepter. Parce que chez nous aussi, pendant la pandémie, on l'a bien vu, on s'est cloisonné, hein, on ne voulait plus. Les immigrants, on les a carrément laissés mourir dans la mer, etc., sans aucune compassion. Bon, ça c'est pour l'immigration, hein, c'est absolument lié aux catastrophes qui nous attendent et qui sont en cours, qui sont déjà en cours et dont nous voyons les résultats absolument catastrophiques quant à l'empathie, quant à l'entraide, elle n'est pas vraiment active. Je voulais aussi parler de Elon Musk qui
je ne sais pas, je crois que c'est Vicky qui a mentionné en disant c'est le patron d'Amazon. Je crois que c'est Elon Musk qui maintenant a trouvé le système pour aller sur Mars et faire du tourisme sur Mars. C'est vraiment important là pour la situation que nous vivons. Et c'est pour vous dire à quel point ils gaspillent leurs millions. Hein. Je veux dire, là, au contraire, il va encore faire plus de profit en vendant les billets touristiques pour Mars à des millions de dollars. C'est assez effrayant et René a tout à fait raison quand il dit des violences à venir parce que ceux qui sont sur leurs sous, ils ne vont pas les lâcher comme ça. On peut s'attendre à ça. Et autre chose qui est aussi nécessaire pour non seulement nous complaire toujours à dire oui à toutes les diversités, une sorte de relativisme, mais les savoirs universels doivent être davantage propagés. Hein. C'est aussi une nécessité pour avoir une action à peu près conforme aux exigences de la planète. Voilà les quelques remarques que vous m'avez inspirées. Merci. Francis? Oui, je me pose une question. Quand on dit il faut sortir de notre égoïsme, répandre la connaissance, faire appel à notre raison et susciter une conscience universelle. J'ai l'impression que l'universalisme, tel qu'on l'envisage, a fait énormément de dégâts, en fait, en imposant, finalement, en cherchant à imposer, à susciter un modèle unique de raisonnement, de spiritualité, de valeurs, etc., etc., dont une des manifestations, par exemple, c'est l'État. Moi, j'ai bien aimé la question de Niki. Il dit, est-ce qu'on peut être à la fois en résonance et en rivalité? Et je pense que oui. Un exemple tout simple, hein, c'est moi j'ai un frère que j'adore. Hein, on est en forte résonance et on a été pendant des années en rivalité, hein, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis des filles qu'on rencontrait, etc., etc. On a les deux en nous. Hein. Je pense que on serait probablement, je pose la question, sortir de notre égoïsme. Est-ce que ce n'est pas juste projeter un espèce de modèle qu'on a en tête qui nous ferait avancer tout doucement vers une spiritualité, hein, et plutôt peut-être la solution viendrait plutôt des intérêts, en fait. Hein, des intérêts, c'est-à-dire ici, on dit c'est pas bien d'être égoïste, mais en fait, on est tous mus par des choses qui... L'égoïsme, hein, quelqu'un qui a défini l'égoïsme par un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Donc, c'est probablement la question des intérêts, hein, au sens, ce qui est important pour moi, qui peut nous faire avancer tout en restant dans cette espèce d'indépassable rivalité, se rendre compte petit à petit, hein, face aux données et à ce qui se passe, qu'on a une forme d'intérêt commun, hein, quel que soit notre but, hein, et que ça, ce n'est pas une question de connaissance, en fait. Hein. Les gens qui ont accès aux mêmes connaissances, hein, prennent des positions extrêmement différentes en fonction de leurs valeurs et de leurs intérêts. Mais ils ont accès exactement aux mêmes connaissances. Ce n'est pas la connaissance qui changera le monde, mais c'est plutôt une façon, et probablement une des clés, c'est la politique, hein, de faire naître, de comprendre, d'exprimer des intérêts et d'arriver à une forme de négociation sans chercher à réformer la nature humaine ou la faire évoluer vers une spiritualité qui prendrait des dizaines de milliers d'années, mais plutôt travailler là-dessus, hein, cette question des intérêts, en acceptant cette diversité
qu'on a et cette différence d'intérêt hein, qu'il faut prendre en compte. Merci. René? Oui, c'est assez intéressant parce que j'avais envie de répondre un peu sur cette problématique de la rivalité. On le voit dans les couples. Tous les couples ont de la rivalité entre eux et doivent résoudre cette question de la rivalité pour pouvoir continuer à être ensemble. Et s'ils ne résolvent pas cette question de la rivalité, ben, ils sont dans des rapports un peu animaux ou un peu destructeurs ou un peu défaitistes. Enfin, bref, c'est un vrai problème, la question de la rivalité. Et on voit qu'elle ne se dépasse pas comme ça. Il me semble que, Francis, tu proposes une forme de modération, c'est-à-dire elle existe, on l'accepte, et puis on apprend à la modérer. Il me semble, je ne sais pas si il me semble que j'entendais ça. Pourquoi pas, il y en a qui peuvent entendre raison. Ensuite, je ne suis pas sûr que tout le monde entendrait raison. Mais, et ce à quoi ça m'amène, c'est à l'idée je dirais, par quoi nous accédons ou à plus de conscience, que ce soit la conscience de soi, à plus de conscience que ce soit la conscience de l'autre, à plus de conscience que ce soit la conscience du fait que, en tant qu'espèce humaine, nous avons besoin d'un cadre qu'on appelle la justice et que cette justice, c'est un projet d'humanité. C'est un projet qui va depuis le début avec l'humanité, qui s'est pensé par la philosophie et qui se pense encore de nos jours avec différentes modalités qui ont évolué jusqu'à dernièrement, c'est entre John Rawls et Amartya Sen. Donc il y a une pensée qui existe et qui permet de penser ensemble. Et l'idée, c'est normalement d'accepter qu'on ne peut se régir que par ses affects et par ses seules modérations, même si, elles sont nécessaires. Donc, c'est l'idée qu'on peut reconnaître qu'est nécessaire un principe de justice. Et que peut-être y a-t-il une réflexion à faire sur ce principe de justice, comme il y en a une sur l'éducation. J'écoutais Edwidge Cheruter dans ce colloque. J'ai trouvé hyper intéressant sa proposition de refonder l'école sur autre chose que sur le résultat, sur la rivalité, sur toutes ces choses-là. C'est-à-dire, voilà, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a des problèmes, ensuite, il y a des solutions, et puis il y a des problèmes qui sont connus de tout temps. C'est l'inertie des institutions, c'est l'abus de pouvoir pour ceux quand ils sont en position, etc. Et les solutions existent. Enfin, voilà. Merci René. Benvindo, s'il te plaît. Oui, René, je vais rebondir sur ta belle analyse. Effectivement, sur la question de rivalité, j'y vois un aspect, je dirais, un peu primaire, si vous me permettez l'expression, qui est lié à la confrontation des égos. On peut avoir des points de vue différents. Il peut y avoir, je dirais, une forme de confrontation entre deux personnes, que ce soit dans un couple, entre des amis, entre des personnes qui travaillent, etc. Mais c'est riche. Pour moi, c'est important parce que ça veut dire qu'on confronte à la fois nos savoirs, nos vécus, nos expériences, nos pensées, et que cela va nous permettre de pouvoir ainsi évoluer, progresser les uns par rapport aux autres et les uns avec les autres. La rivalité,
pour moi, relève plus du concept de l'ego que l'on met en avant et avec la confrontation qui n'est pas, comme tu disais, René, et je suis d'accord avec toi, toujours couronnée de succès. Parce qu'il faut qu'il y ait chez l'autre aussi l'envie d'écouter, l'envie de comprendre, l'envie d'être attentionné et d'être bienveillant aussi vis-à-vis de l'autre. Des confrontations, d'échanges de pensées, de propositions, oui, mais pour le reste, je suis beaucoup plus sceptique et beaucoup plus réservé. En ce que disait Francis tout à l'heure, je pense qu'il n'est pas question, enfin de mon point de vue, hein, de ma perception des choses, de changer l'être humain au travers de la spiritualité ou au travers de la pensée universelle, mais au contraire de l'amener vers l'éveil. L'éveil nous offre des opportunités extraordinaires, ce qu'elle nous permet d'être créatifs, d'être inventifs et de percevoir sur une échelle, je dirais, sur 360 degrés, ce qui se passe non seulement autour de nous, mais de pouvoir nous projeter sur un avenir toujours incertain, bien entendu, et ça a son charme, mais aussi de pouvoir dire, voilà, par rapport à telle ou telle donnée, par rapport à telle ou telle situation que nous rencontrons, nous pouvons concevoir, construire ensemble quelque chose qui soit équilibrant, valorisant, et qui va permettre à tout un chacun de s'épanouir, de trouver sa place, et en même temps d'asseoir nos vies sur un monde qui est intangible, encore une fois, sur une planète qui est incontournable, qui est intangible. Et aussi par rapport à tous nos amis qui nous accompagnent dans la vie, je pense aux plantes, aux animaux, etc. Donc, tous ces éléments sont importants pour pouvoir évoluer favorablement. Merci. Merci à toi. Marie-Thérèse? Oui, alors moi j'ai dû m'absenter un petit moment. Impérativement, vous m'arrêterez si vous avez dit ce que je vais essayer de dire. Je pensais à la frustration qui est quand même constitutive de l'être humain, quoi. Et on sait bien que bon, tout désir assouvi ne l'est jamais, enfin l'est, mais engendre un nouveau désir. Mais je me disais que le capitalisme, enfin ce capitalisme forcené, avait probablement exacerbé ce sentiment de frustration chez tous les humains, ceux qui possèdent, enfin ceux qui bénéficient du progrès, comme ceux qui n'en bénéficient pas. Et je me demandais, peut-être que Hartmut Rosa en dit quelque chose, s'il n'y a pas une nouvelle manière, si on ne pourrait pas imaginer une nouvelle manière de gérer ce sentiment de frustration et de manque. Parce que ça joue très fort quand même dans le fait, disons, notre voracité joue très fort, évidemment. Alors ça, je dis effectivement une banalité, mais je vais jusqu'au bout de ma phrase. Cette voracité quand même contribue à l'épuisement des ressources. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à imaginer de ce côté-là, gérer autrement, vivre autrement? Finalement, il semble qu'avec la modernité, l'homme a une capacité beaucoup moins grande à supporter la frustration, alors que c'est inhérent à notre condition. Mais on est devenu fragile de ce côté-là aussi. Et ça n'arrange pas le problème de l'épuisement des ressources de la planète. Mm-hmm. Il y a aussi juste le fait, encore juste une chose, puisque la démocratie tend, enfin les systèmes démocratiques tendent à nous faire rêver d'égalité des conditions. Et là aussi, le fait de se comparer tout le temps, mais on a déjà parlé de la rivalité, mais je pense que ça aussi, ça exacerbe cette espèce de... Oui, je ne trouve pas d'autre mot, de voracité que parfois on en sent. Voilà. Ok, merci Marie-Thérèse. Francis? Je vais dire un dernier mot parce que je vais être obligé de vous laisser. J'ai une contrainte, mais c'est pour reparler de cette question des intérêts. Je serais très heureux qu'on atteigne une conscience universelle partagée de l'état d'une planète et de comment se modérer, dépasser l'hubris humaine, la démesure. Personnellement, je doute un peu qu'on arrive à cette conscience.
Mais j'ai une question un peu provocatrice qui vient du fait que j'ai discuté avec des Chinois il n'y a pas très longtemps. Et bien, ils disaient on peut avoir un autre regard sur. Bon, on considère, je pense à juste titre, le régime chinois comme étant dictatorial, hein. Mais il y a une façon de voir les choses qui est un peu chinoise, qui dit nos dirigeants s'occupent de nous, ils nous disent ce qu'il faut faire, hein, et ça c'est profondément rassurant, hein, il dit en tant que collectif, juste pour approcher, je pense, l'immense différence qu'on peut avoir dans la façon d'aborder le monde. Mais peut-être qu'une des solutions est purement politique, c'est-à-dire tout en gardant cette rivalité qui existe et qui probablement existera toujours, on dit peut-être que demain, les dirigeants chinois se diront finalement on a trop à perdre à ce que le climat bascule dans le chaos, hein, avec notre population, avec une économie dont finalement on est tributaire, etc., etc. Et un régime comme le régime chinois, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, ce que moi je ne voudrais jamais vivre en Chine, hein, lui a peut-être aussi le pouvoir de dire à un moment donné stop à ça, stop à ça, stop à ça, et produire à grande échelle des mesures qui contribueraient à ce qu'on appelle sauver la planète, hein. Et c'est pour ça que je pense que il ne faut pas négliger, au-delà d'avancer vers une conscience, au-delà de notre esprit, au-delà de créer l'empathie et la conscience de l'autre, il ne faut pas négliger le jeu tout bête des intérêts qui, à un moment donné, peut, y compris au milieu d'une compétition, amener les gens à prendre des mesures qui, plus ou moins objectivement, résoudraient une partie des questions qu'on évoque. Voilà, et encore une fois, je ne suis pas un ami des dirigeants chinois, hein, c'est pas ma tasse de thé. Mais je dis, il faut peut-être composer avec ça, hein, aussi dans notre vision. Merci, je suis désolé, il faut que je vous laisse, j'ai une contrainte. Merci de m'avoir. Merci à toi, Francis, d'être venu, et merci beaucoup. Merci, au revoir. Grand plaisir. Au revoir. À bientôt. Alors, je donne la parole à Niki. Oui. Alors, merci à Francis. J'aime bien l'idée enfin, ce qu'il vient d'évoquer. En fait, c'est un peu comme ce qu'a dit Marie-Thérèse, en fait. J'ai envie de mettre un petit peu aussi en parallèle, comme j'ai fait avec la résonance et la rivalité, les besoins vitaux et donc la voracité. Le mot que tu as utilisé, Marie-Thérèse, la voracité, ça évoque pour moi un peu le temps des dinosaures, en fait. Comme si on était dans un monde où chacun était assoiffé de faim et cette voracité, en fait, qui peut être aussi bien individuelle que au niveau d'un peuple, peut-être les Chinois, justement, et qui plus est, comme a évoqué Francis, cette voracité de conquérir et d'être puissant, elle pourrait éventuellement, pour aller dans le sens de l'offre, hein, parce que j'aime bien, moi je suis très optimiste, hein. Donc en fait, je me dis, effectivement, il y a peut-être ce besoin à un moment donné qui fait que ces gens qui sont à même de faire de l'argent et qui sont à même qui ont le pouvoir, en fait, vont transiter, vont vouloir, au lieu de posséder, au lieu de faire de l'argent, prendre le pouvoir par justement les besoins vitaux de la planète. Voilà, j'aimerais espérer que ce soit dans ce sens-là. Voilà, c'est tout. C'est Niki. Alors, j'aimerais juste annoncer la fin du débat dans quelques minutes. Donc, ceux qui ont des derniers tours de parole à donner, des conclusions éventuelles. Alors, je donne la parole à René. Oui, c'est ça. Je crois que bon, ce que moi j'ai trouvé intéressant dans le débat, c'est que malgré tout, on a brossé
des angles, des aspects, comment dire, qui sont des butées d'arrêt sur lesquels on achoppe. Par exemple, le rapport entre rivalité et altruisme, partage. Là, il y a un angle assez mort. Enfin, il y a un angle qui est difficile à aborder. Il y a la rivalité entre les pays ou entre les institutions, entre les religions. Donc ça existe et on ne peut pas le nier, mais à un niveau beaucoup plus dur et qui nous dépasse. C'est-à-dire que ces niveaux-là ne vont pas changer si les bases des populations elles-mêmes ne changent pas. Et moi, j'ai du mal à penser les raisons pour lesquelles elles vont changer, en ce sens que, si, comme Francis là vient de l'évoquer, c'est-à-dire que le peuple chinois, dans son ensemble, accepte la dictature en ce sens que il pense avoir encore plus à gagner d'elle qu'un plus grand désordre si le peuple se soulevait. Et on va dire que s'il y a une intelligence collective du peuple chinois, il a raison pour ça. C'est-à-dire, si le peuple, si cette immensité n'est plus maintenue, le chaos sera plus grand et les désordres plus grands que la dictature actuelle. Voilà. Donc, la question, c'est que, supposons que cette dictature l'emporte. C'est là où on a affaire à des idéologies que les politiques en place ne sont pas prêts de remettre en question. Alors, on ne sait pas s'ils ne sont pas prêts à raison parce qu'ils ont conscience de la violence dans le monde, ou s'ils ne sont pas prêts parce qu'eux-mêmes n'ont pas d'autre vision du monde que la constante rivalité. Et ça, on ne peut pas écarter ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'autre vision que la constante rivalité. Et la gestion qui a été faite du Covid est un exemple du rapport de domination qu'ils exercent et de l'absolu mépris qu'ils ont pour les populations, pour les médecins soignants, voilà, comme ils ont géré tout ça. Donc, il y a une sorte de je dirais un double problème, c'est-à-dire il y a de la rivalité dans le monde et on comprend qu'il y en ait parce que la sécurité des pays, c'est un truc important, mais il est possible que ceux qui dirigent le monde, chacun dans leur coin, n'aient que ça comme angle de vision et se moquent tout à fait des philosophes, se moquent du peuple romantique, se moquent de la spiritualité des religions qu'ils font taire. Et les religieux se taisent, à vrai dire. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la laïcité est un moindre mal que par rapport à leur perte de pouvoir. Voilà. Merci René. Alors Benvindo, pour terminer. Oui, ce sera ma dernière intervention. Je serai obligé de vous quitter aussi ensuite. Oui, pour ce qu'avait évoqué Niki sur la voracité, moi je fais un distinguo là encore entre l'envie et la voracité. La voracité, prédation, tout ça, c'est du pareil au même. On peut avoir envie de faire des choses, on peut avoir envie d'entreprendre, on peut avoir envie de proposer. L'envie est un élément positif, moteur, qui nous mobilise et qui nous tire vers le haut. La voracité, c'est vouloir détruire l'autre quelque part, si on regarde bien. Comme tu disais, René, en ce qui concerne les dinosaures, bien entendu, c'était à celui qui mangerait l'autre, qui détruirait l'autre. Et ces sentiments, pour moi, sont basés sur quelque chose de plus de l'ordre de la peur,
la peur de notre condition. On n'a pas confiance en notre condition, on n'a pas confiance en l'existence, on n'a pas confiance en la planète, on n'a pas confiance en notre avenir, et donc on se comporte en prédateur et comme des êtres voraces. Et je ne pense pas que ce soit un élément qui puisse perdurer dans le temps, parce que tôt ou tard, ce sera le retour de boomerang. L'envie nous tire vers le haut. L'envie met bout à bout des éléments qui sont positifs. Encore une fois, la créativité, l'ouverture d'esprit, la tolérance, la bienveillance, la conscience d'utiliser ce qui est juste nécessaire et non pas de gaspiller. Et je peux en énumérer plein d'autres comme ça. Et je suis très attentif à ces aspects-là. Et les mots sont aussi révélateurs de notre état d'esprit, de notre façon d'aborder et d'approcher la vie. Et je ne vois pas d'avenir dans la prédation et dans la voracité. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt avec plaisir. Merci Benvindo. Alors, nous arrivons à 20h45, donc je ne vais plus distribuer la parole, mais ceux qui veulent poursuivre non officiellement, continuer. Oui. Benvindo, avant que tu partes, tu es d'où? Tu es de la région, non? Ou pas? Oui, René, oui, j'habite à proximité d'Annemasse. D'accord. J'habite à Végy. D'accord, très bien. Juste au cas où, j'ai vu le gérant. Lui, on ne refera pas avant début juillet, les cafés philo en réel. Donc, il y en a encore un ou deux là, jusqu'à la fin juin. Et puis, oui. Très bien, ce sera avec plaisir. Ce sera l'occasion de nous retrouver, de nous trouver, et de faire connaissance de tout ce groupe sympathique, de ces échanges très riches et très, très positifs, en mon sens. Je suis tout à fait ouvert à cela. Ce sera un grand plaisir. Très bien, à bientôt alors. À bientôt avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vais donner la parole à Britt et puis je vous laisse après tout de suite poursuivre. Merci tout le monde. Je vous dis au revoir aussi. Merci Brigitte. Merci beaucoup. T'en prie, au revoir. Au revoir. Pour dire ce qui me plaît le plus chez Hartmut Rosa, c'est un philosophe qui met l'accent quand même sur l'affect, sur les émotions, et non pas justement seulement sur la ratio, la rationalité pure et dure, le calcul, les chiffres, etc. Et c'est justement parce que nous sommes convertis en chiffres nous-mêmes, nous sommes des numéros, très souvent, nous sommes traités en tant que tels. C'est très souvent aussi la raison pour trouver le monde vide, sans résonance, précisément. Et cette accentuation de l'affect, de l'émotion, pour moi, c'est important. Moi, personnellement, j'ai été affectée par une nouvelle dernièrement que j'ai entendue il y a 2 jours. Les éléphants se mettent en route. Ils quittent leur territoire habituel. Probablement les forêts ont été détruites et ils sont en migration. Donc, Olof, ce n'est pas seulement les hommes qui migrent, même les éléphants migrent. Je ne sais pas quel sort on va leur réserver, mais c'est comme les virus, je veux dire, tout est en bouleversement. Et là, j'aime bien cet optimisme quand même du philosophe qui dit nous allons être contraints d'agir. C'est inévitable, mais à nous, je veux dire à nous tous qui ont déjà un début de conscience, certainement pas universel non plus, mais un début de conscience et de savoir, c'est à nous de protéger, d'œuvrer dans ce sens-là, d'en faire plus. Et tout commence quand même aussi par la localité. C'est vrai que le local est important. Mais les Zooms nous donnent l'occasion de communiquer dans le monde entier. Il ne faut pas le négliger. Je trouve ça bien. À bientôt. Au revoir.